vu les pertes importantes sur le marché financier en Israël en 2022, il y a un consensus. À partir du deuxième semestre de 2023, ça devrait aller mieux. Donc, ceux qui ne sont pas maintenant sur le marché financier, qui n'y rentrent pas, et ceux qui y sont déjà, s'ils ne regardent pas le portefeuille jusqu'à juin 2023 qui reste, sinon qu'ils aillent demander à leur conseiller financier. Nous avons, comme chaque mercredi, le plaisir de retrouver Daniel Guggenheim. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu, fidèle au poste, pour nous présenter, on va dire, votre sélection économique dans la presse israélienne de ces derniers jours. Et le premier sujet que vous vouliez évoquer, il se rapporte au ministère des Finances qui a présenté, on va dire, à la fois son bilan pour l'année 2022 et puis ses prévisions pour l'année 2023. Tout à fait. D'abord, il a présenté les chiffres pour novembre, où il y a eu... Allez, je vais parier avec vous. Il y a une augmentation, un excédent dans les rentrées de l'État. C'est-à-dire, pas sur ce mois-là, sur l'année. Il y a un déficit budgétaire de 1 milliard de shekels, il y a eu 34 milliards de shekels de recettes, mais depuis le début de l'année, c'est oui un excédent budgétaire, on est toujours autour de 30 milliards de shekels, et donc... je vois que vous reteniez bien les chroniques. Certaines leçons, en fait. Nos chroniques anciennes. Maintenant, point de vue des recettes, ce qui est intéressant à dire, c'est que sur toute l'année, les recettes, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, en 2022, ça fait à peu près 400 milliards de shekels, à comparer à 350 milliards de shekels en 2020, de janvier à novembre. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut, bien sûr, l'inflation qui est plus importante que les autres années, mais même comme ça, c'est quand même un assez bon résultat. Maintenant, deux notions sur les recettes à noter, deux choses qui sont passées. D'abord, le marché financier marche très mal en Israël depuis quelques mois et les recettes de l'État des plus-values financières ont baissé de 50%, ce qui est très très important. Et donc ça, c'est, il faut le dire, également des impôts sur l'immobilier. Alors, ça veut dire que il ne faut pas investir aujourd'hui, il faut se retenir dans l'investissement, dans les portefeuilles des contribuables israéliens, essayer d'être prudent, ou alors, par exemple, ceux qui ont déjà investi, il vaut mieux ne pas toucher et laisser faire? Ça, c'est excellente question. Non, mais c'est-à-dire, c'est bien que vous l'ayez. Je parle d'abord du marché financier, mais on va parler immédiatement de l'immobilier. Pour le marché financier, il est maintenant en Israël, l'épargnant, même qui n'a pas tellement d'argent, a la possibilité d'avoir sans problème 3% à l'année, bien entendu. Dans d'autres pays, d'ailleurs, c'est même plus important. En Amérique, c'est même 4-5%. Quand on arrive à des sommets pareils, ça veut dire tout ce qui n'est pas vraiment sûr, comme des dépôts bancaires ou comme on a parlé la semaine dernière de ce qu'on appelle les SICAV monétaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas baisser. Dans ce cas-là, les gens sont entrés à ne pas le faire, sont enjoints à ne pas investir en ce moment à cause de cela. Parce que c'est pourquoi moi je vais aller investir quand je sais de toute façon j'ai 3% et le marché financier de toute façon sont extrêmement agités et parce que aussi les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et moi pourquoi je vais mettre en danger mon économie quand je peux avoir ça? Oui. Et donc, beaucoup d'investisseurs et d'épargnants agissent de cette façon-là, ce qui explique que depuis un certain temps, surtout en Israël d'ailleurs, le marché financier est morose, de façon générale, pas un jour qui peut monter, et on est à peu près de 8-10% de moins depuis le début de l'année, ce qui est important, les pertes sont assez importantes, y compris sur des choses comme les obligations d'État qui ont baissé jusqu'à 15%. Mais ceux qui ont déjà investi, il vaut mieux qu'ils restent plutôt que de sortir maintenant, parce que même si ça va peut-être encore baisser un petit peu, ça devrait remonter à moyen terme. Alors, on parle comme ça. Je vous demande un conseil gratuit devant tous nos auditeurs. C'est très, je vous le remercie. Voilà. D'abord, les analystes financiers en Israël et dans le monde entier disent, il y a un consensus général. Jusqu'à à peu près juin 2023, c'est-à-dire deuxième semestre de 2023, à moins de quelque chose qui arrive inattendu comme Poutine, je sais pas quoi, tombe des marches d'escalier, ou on le fait tomber, ou je ne sais pas. Oui.
quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas connu, et ou bien une baisse pas seulement comme il y a eu maintenant l'inflation aux États-Unis, une petite baisse il y a eu, alors les gens commençaient un peu à avoir d'optimisme, mais quelque chose de très important et de durable. La plupart des économistes pensent que jusqu'à donc le deuxième semestre 2023, en gros, ça va baisser encore sur les marchés financiers. Et en particulier même les marchés des obligations qui sont considérés comme moins risqués, puisque en plus on a souvent les intérêts, il est clair qu'ils vont encore baisser dans les prochains temps, à cause de ce que je viens de parler, parce que les taux d'intérêt de la Banque d'Israël augmentent, donc les gens ont plus facilement de l'argent qui n'a pas et qui est sans problème. Pourquoi ils iraient investir dans d'autres choses? Et donc la question est comme ça. Comment dire, moi, ce que je dis, pour quelqu'un qui n'est pas encore dans le marché financier, je dis que c'est pas le moment de commencer. On n'est pas au plancher, comme je dis, d'accord? C'est comme ça que, parce que moi, je dis l'ensemble des consensus du marché financier. Maintenant, si quelqu'un est déjà, vous savez, c'est comme le problème très souvent, où est-ce qu'il faut calcer le bras? Oui. Alors, si quelqu'un a un conseiller financier ou un gérant de portefeuille, il faut bien qu'il pose la question. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de combien ça perd, combien il peut supporter, et sa nature humaine et ses besoins. S'il se dit, moi, je regarde pas mon portefeuille jusqu'à juin 2023, alors il y a peut-être il doit rester, il ne peut. Voilà, surtout qu'il y a des produits d'épargne qui sont considérés comme moyen terme, comme souvent j'ai conseillé des dépôts d'épargne et des choses comme ça, que effectivement c'est peut-être pas le moment pour l'instant. On pense qu'en 2024, 2025 ça va revenir. Donc c'est pour ça, je pense avoir répondu à votre question. Oui, parfaitement. Dernier mot juste avant pour l'histoire de l'immobilier, parce qu'elle a dit que la finance du Trésor a dit baisse 65% des achats en octobre. Il n'y a jamais eu comme ça depuis 20 ans. Il y a eu 5 000 seulement de ventes, à comparer à, par exemple, 15 000 il y a 2 ans. C'est quelque chose d'important. Elle dit qu'en novembre, elle voit que ça continue. La Banque d'Israël dit qu'il y a beaucoup moins de mashkantot qui sont pris. On est aussi 6 milliards, on était généralement à 10 milliards de shekels. Eux, ils veulent montrer qu'il y a un refroidissement de l'immobilier. D'ailleurs, je vais participer à un débat, normalement, à la fin de la semaine ici à Kalita, sur ce sujet de l'immobilier. Donc, c'est comme une promo. Je pense que ça sera intéressant de le dire. Surtout, et ça c'est mon avertissement, des gens qui veulent changer d'appartement, vous savez, il y a des gens qui ont un appartement, ils veulent acheter un autre. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord acheté l'ancien, ils se sont dit, de toute façon, maintenant ça monte, de toute façon, ça a monté 20%, alors ça va monter quand je vais vous voir le vendre le mien, j'ai une occasion maintenant. Faux. La ministère des Finances a prouvé que ceux qui ont fait ce genre de choses sont obligés de vendre à perte, c'est-à-dire et pas au prix où ils ont voulu le vendre. Donc faire très très attention en ce moment quand on va dans le marché immobilier, quand on est dans ce genre d'échange entre ça. Et les dernières choses, les prévisions pour l'année prochaine, 3% d'inflation, 3% de croissance. Alors ça c'est important, vous l'avez dit comme ça à la dernière minute seconde, mais c'est important effectivement, 3% de croissance et 3% d'inflation. Bon, voilà, c'est chiffre facile à se souvenir. Alors on va parler maintenant des Émirats Arabes Unis qui ont signé un protocole d'achat avec la plus grande société d'assurance israélienne, Phoenix. Oui, vous vous rappelez seulement des accords d'Abraham. C'est quoi protocole d'achat? Ça veut dire ils l'ont acheté? Non. Alors, je vais expliquer tout de suite. Dans les accords d'Abraham, une des choses qu'Israël avait beaucoup compté sur les Émirats Arabes Unis, c'était des investissements massifs financiers en Israël. Bien sûr. Là-bas, ils ont des fonds qui viennent du pétrole, 150 milliards de dollars. Et d'ailleurs, souvent, les Israéliens disent, pourquoi vous n'investissez pas chez nous? Et eux, ils répondaient, vous êtes, en Israël, on n'est pas patient. Attendez, on va trouver une bonne occasion. Et là, hier, la presse israélienne l'a annoncé en grande pompe, ça veut dire quoi, se porter acquéreur? Ça veut dire qu'ils ont signé, qu'ils vont acheter 25% de la société à des sociétés qui avaient acheté à Monsieur Tchouva à l'époque, et donc ils vont devenir des propriétaires. Maintenant, pourquoi je dis un protocole? Parce que en Israël, pour pouvoir acheter des compagnies d'assurance, il faut passer par les régulateurs, qui est l'autorité des marchés financiers. Mm-hmm. Et quand les Chinois ont voulu faire ça il y a quelques années, ils ont refusé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de stratégique? À Phoenix, c'est la société israélienne d'assurance le plus grande en Israël. Elle vaut 10 milliards de shekels. Ils l'ont acheté hier pour une valeur de 2-3 milliards, parce qu'ils ont acheté un quart. Ça veut dire 10 milliards de shekels, ça vaut en bourse aujourd'hui à Phoenix. Et malgré beaucoup de choses ont baissé, elle a augmenté de 1% cette année. C'est un premier investissement majeur, on va dire, des Émirats sur le plan financier en Israël. Exact. Tout à fait. Ouais. C'est pour ça. C'est important. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est aussi donc ce sont des centaines de millions
pas des centaines, des millions d'épargnants israéliens, des retraites. 350 milliards de shekels est géré par Phoenix. Ça veut dire que nos retraites sont gérées par Abu Dhabi. Alors, justement, c'est un problème stratégique, économique et politique. Parce que on peut dire, mais de toute façon, les Arabes unis, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir le directeur, mais pas la gestion. Parce qu'il peut y avoir lorsqu'on est propriétaire, on pourrait dire là-bas, il y a des cartes d'identité, il y a des chiffres, combien de personnes a-t-elle d'argent? C'est quelque chose qui serait très intéressant pour des pays ennemis qui ne seraient pas obligatoirement amis d'Israël d'avoir. Donc, il faudra voir si cette réticence fait ou non que l'autorité des marchés financiers accepte cet achat. Alors là, maintenant, on va parler aussi de fiscalité maintenant. Et vous nous dites que il y a plusieurs cas qui prouvent que de facto, les Olim peuvent gagner beaucoup d'argent s'ils s'adressent à vous, entre autres, à Qualita en particulier, pour des questions de fiscalité, parce que d'une certaine manière, vous allez les orienter, éviter des pièges et garantir, on va dire d'une certaine manière, leur investissement, en tout cas leur argent. Oui. Je voudrais le cadre. Il y a à Qualita deux branches de départements qui s'occupent d'aider les Olim, point de vue quelques questions qu'ils ont. Un qui s'appelle Qualitaim, qui est dirigé par Sarah Simcha Ben Kemoun, qui est surtout sur tout Israël et sur tous les sujets, et aussi bien entendu finance et de fiscalité, et également le centre de droit à Jérusalem, dirigé par Ayala Blum. Dans ces cas-là, il y a et c'est comme vous dites souvent, c'est moi parce que je suis responsable de la finance, qui oriente vers des gens qui sont experts comptables, qui connaissent la législation israélienne et la législation française. Le conseil qui est donné par les gens à qui je donne sont gratuits. Vous savez que si un Olé ou n'importe qui irait dans le secteur privé et demanderait les conseils qu'il aurait par Qualita, à mon avis, pourrait payer jusqu'à entre 500 et 1000 shekels la visite. C'est gratuit. Le conseil est gratuit, on explique exactement quoi faire. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui? Parce que avec un de ceux que je collabore, il m'a dit, je voudrais que tu fasses passer le marché suivant par un Olé que tu viens de m'envoyer. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il se passe. Beaucoup d'Olim, justement, nous posent des questions. Je suis parti de France. Est-ce que je dois encore déclarer en France? Quand est-ce que je dois déclarer en Israël? Comment je fais, etc. C'est très, très bien qu'ils viennent. Il faut savoir que d'ailleurs, il y a 10 ans, pendant 10 ans, quelqu'un qui a retraite de France en Israël n'aura pas besoin de payer d'impôts. Mais après les 10 ans, il faut immédiatement qu'il aille à l'administration fiscale et venir dire qu'il a une résidence fiscale et déclarer ce qu'il a comme retraite. Et s'il le fait pas, il est passible d'amende. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et maintenant, lui, il m'a dit la chose suivante. Je lui ai envoyé par hasard quelqu'un qui avait une question technique concernant qu'est-ce que je dois faire, etc. Il a dit qu'en lui parlant, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument pas soi-même décider, absolument nous demander à nous de qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il a dit c'est beaucoup plus que ce que tu crois. Cette personne-là, c'était une question technique, savoir si maintenant il devait être résident fiscal en Israël. C'est quelqu'un qui est depuis longtemps en Israël. Et il m'a dit, voilà ce qui va se passer, c'est que j'ai remarqué, comme il a plus de 60 ans, alors de toute façon chez eux, en Israël, il y a un truc à 10%, c'est beaucoup moins que la plupart des gens. Mais en plus, il a apparemment des produits financiers importants, que pendant 6 ans apparemment, il a payé des plus-values en plus. Et parce qu'il aurait pu beaucoup déduire. Et moi, je peux lui faire récupérer beaucoup d'argent jusqu'à 6 ans en arrière. Ah oui. Donc, n'hésitez pas. Des fois, c'est pas comme ça. Ne croyez pas que la réponse est oui ou non. Ça dépend de chacun. Donc, n'hésitez pas à nous faire. Et il m'a dit aussi, il m'a apporté la preuve, il vient de faire gagner à quelqu'un 200 000 shekels pour les impôts. Il s'achète de vendre de terrain de plus-value par des Olim, par des Français, et lui ont pris, en Israël, ils prennent à la source 25%. Et comme cette personne-là était justement quelqu'un qui venait de Olé, elle avait que des retraites, des choses comme ça, elle a pu récupérer une chose très très importante de l'impôt sur les plus-values qu'elle a dû payer autour de 200 000 shekels. Donc n'hésitez pas. Eh bien oui, n'hésitez pas. Donc tournez-vous vers nos services ici à Qualita, en particulier vers notre ami Daniel Guggenheim, si vous voulez gagner même beaucoup d'argent. Alors, pour terminer, Daniel, on va informer aussi nos auditeurs du fait que l'on a... Alors ça, vous allez m'expliquer de quoi il s'agit. On peut s'inscrire pour ne plus recevoir
de coups de fil de marketing, c'est-à-dire toutes ces pubs que l'on reçoit un peu partout au téléphone. Voilà. Vous avez peut-être reçu souvent des téléphones Oui, marketing. bien sûr, comme tout le monde. Alors, il y a une loi qui va faire qu'à partir du 1er janvier, celui qui téléphone à quelqu'un qui voudra dire que il voudrait pas le faire, il devra payer 45 000 shekels d'amende. Et comment il peut savoir s'il veut le faire ou pas le faire? C'est l'autorité d'ailleurs de la consommation avec les ministères ici de l'économie qui ont fait cette loi et qui ont fait ce qu'on appelle une base de données. C'est-à-dire, il existe à partir de cette semaine on peut le faire. Téléphonez, je peux donner le numéro si vous permettez. Oui, allez-y. Le 1-800-071 ou bien site alors, internet. Répétez-le parce que là, on va pas y arriver. Oui, de toute façon, les gens ont qu'à nous mettre en replay. En ralenti. 1-800-071-171 ou bien site internet dnc.fta.gov.il. Et on téléphone simplement là-bas, on dit son numéro de téléphone. Je ne veux plus qu'on m'appelle. Ça s'appelle la base, le de données. On ne m'appelle pas en hébreu, Atiktur Elad. Ça inclut par exemple les personnes, les organisations qui demandent par exemple d'entraide sociale ou des yeshivot, etc. Non. Ah. Très bien. Il y aura une liste de gens, c'est surtout les gens de marketing, quand je vous dis on veut pas empêcher les gens de faire la tzedaka. Voilà. Il s'agit du marketing d'affaires. Hein. Il s'agit du marketing d'affaires. Il y a une liste de personnes qui avant d'appeler, doivent vérifier. Tout ce qui est commercial. Tout ce qui est commercial sera. Alors, vous pourrez dire, oui, mais dans ce cas-là, peut-être cette base de données, elle va être prise par quelqu'un. Non, c'est sécurisé. Il n'y a aucun autre renseignement que uniquement votre numéro. Et ben, vous allez me dire, mais quelqu'un, moi, je comprends pas l'hébreu, j'arrive pas à parler. Quelqu'un peut le faire pour vous. Donc, un parent pour un enfant ou le contraire. Donc, c'est quelque chose de très simple. On a bien compris. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim.